parlant d'invités, lorsqu'on a sous sa responsabilité le développement, l'épanouissement et le destin des femmes et d'hommes sur les 5 continents, forcément, on est toujours dans l'action, le mouvement, la mobilité. Alors aujourd'hui, il a accepté de garer son véhicule tricorps, humain, immobilier et IT ici à Avignon. Il va évoquer son parcours, les enjeux à l'international de performance, de transformation et puis d'équilibre ou de balance, comme on dit en bon franglais, global-local. Le groupe Stellantis, où les grands équilibres entre géographie, profil, marque et histoire sont clés. Je voudrais remercier Xavier Chiraud de nous embarquer dans un voyage destination la performance humaine. Et puis merci à toi, Xavier, d'avoir, au nom du groupe IGS, accepté mon invitation. Je sais que tu refuses, par manque de temps, les sollicitations que tu reçois. Tu es arrivé d'Allemagne hier soir très tard. Tu repars pour l'Italie tout à l'heure. Donc tu l'as fait au nom de notre amitié. J'y suis très sensible. Xavier Chiraud, merci de nous rejoindre. Bien, Xavier, installe-toi. Voilà, ça c'est des personnes qui nous disent « Est-ce que je peux venir encore ?» Oui, dis-leur qu'ils peuvent venir. Xavier, déjà, donc on est dans cette thématique de la réparation. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, à tes oreilles, cette thématique de la réparation? Alors bonjour à toutes et à tous. Pour moi, la thématique de la réparation, immédiatement, ça me fait penser à transformation, innovation, fort de notre histoire, hein, sans l'occulter, avec des situations que vous avez connues, toutes et tous, que ce soit dans le périmètre PSA, FCA, Opel, donc des crises successives, donc des nécessités de réparer des situations et se tourner vers une transformation qui intègre l'innovation afin d'éviter les erreurs du passé. Et puis, ça me fait penser aussi à une dimension peut-être plus responsable en tant que citoyen aussi par rapport à des réparations d'environnement. Donc comment allons-nous délivrer une mobilité qui soit plus verte, qui soit plus responsable à nos futures générations. Donc 2 dimensions, une dimension peut-être plus business, plus humaine, une dimension plus sociale et sociétale. Alors, Stellantis, on en parle. Tu es passionné par l'humain, je le disais. C'est une véritable aventure humaine qui est internationale. C'est une fusion, hein, et pas un rachat. Vaste transformation. Je voudrais qu'on revienne à la genèse. C'était quoi? C'était il y a 3 ans et demi, c'est ça, hein? Voilà, absolument. Donc, encore un bébé, hein, 3 ans et demi. Donc cette entreprise est une dimension énorme en termes de fusion, parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Et donc c'était avant tout une aventure humaine, même bien évidemment dans toute fusion il y a une dimension économique et financière, hein. On est sans réussite financière, on parle de poésie, on ne parle pas de réalité, donc il y a d'abord une réalité financière, mais c'est avant tout une aventure humaine. Une aventure humaine, toutes et tous vous avez des parcours sûrement très centrés aussi sur les transformations RH, et s'il n'y a pas de réussite humaine, la réussite économique ne peut pas fonctionner. Ça paraît une lapalissade, mais absolument pas. Et on voit tous les échecs qui ont été, et j'ai beaucoup lu avant cette fusion, et le facteur commun, c'est la capacité à d'abord travailler sur les femmes et les hommes, à cette organisation, et après, la suite vient. Mais c'est avant tout une aventure humaine. Et puis une complexité sans nom, des enjeux, une transformation technologique comme l'industrie automobile ne l'a jamais connue, bien évidemment, et puis des enjeux aussi... alors géopolitique, selon les contextes, qui sont toujours un peu particuliers, sans lien avec la situation française aujourd'hui, bien sûr, mais des situations complexes, et puis aussi une situation business aussi très challengeante, avec l'arrivée des newcomers, donc, et en particulier les Chinois, qui représentent aussi un risque complément, un risque additionnel auquel il faut répondre avec une stratégie différenciée. Alors Xavier, par rapport à cette historique, à cette fusion, on est passé, on s'est connus, nous, tu étais chez PSA, nombre de collaborateurs, avec 2 ancrages forts, hein, la France et l'Italie. Donne-nous les grands chiffres qui peuvent, vous le savez déjà, mais nous donner une idée du périmètre que tu as. Alors, 3 ancrages forts, si je puis me permettre. Oui, les États-Unis, pardonne-moi. Donc les États-Unis et l'Italie et la France, qui sont les 3 piliers de cette fusion, avec lesquels il faut composer, bien évidemment, tenir compte des sensibilités propres à chacun, et des contextes aussi de négociations sociales très différents des uns des autres. Et là, je voudrais faire un petit aparté là, sur ce sujet-là. On fait toujours un peu de complexe sur notre dialogue social, n'est-ce pas Alexandre, sur la complexité ou la difficulté qu'on peut avoir à parler et à négocier avec nos partenaires sociaux. Et maintenant, avec mon regard très international, après 30 années d'industrie automobile,
je pense qu'on peut être assez fier de notre agilité. Et notre agilité de les négociations syndicales nous permet de nous adapter à des contextes très différents des uns des autres, et ça fonctionne. Donc ça, c'est quand même un point que je voulais signaler. Pour revenir à ta question, donc c'est 260 000 collaborateurs, donc avec des problématiques différentes, auxquelles il faut donner de la vision, auxquelles il faut donner un axe, d'où la volonté d'avoir dès le début de cette nouvelle entreprise. C'est une nouvelle entreprise, c'est pas ex-PSA, c'est pas ex-FCA, d'avoir travaillé sur l'humain. Et le premier séminaire, et je crois que c'est beaucoup plus qu'un symbole, c'était une volonté portée par le président et le chairman de travailler sur la raison d'être et les valeurs. Ça paraît aussi évident, mais c'est tellement important. Et fort de cela, après, on a travaillé sur le code de conduite et qui a permis de poser les fondations de l'entreprise. Et après cela, on a travaillé sur la délégation d'autorité, mais d'abord véritablement sur les femmes et les hommes et comment est-ce qu'on donnait une vision sur les attentes que l'on est en droit de demander à tous les collaborateurs partout dans le monde. Tu disais que le contexte dans lequel évolue l'automobile, l'écosystème est vraiment chahuté, que ce soit économique, que ce soit technologique, que ce soit géopolitique et puis historique. Il faut bien comprendre qu'on a des marques qui sont ancrées dans des histoires, des historiques de pays et qui sont très fortes. Donc il faut négocier les virages. Oui, négocier les virages et toujours aussi donner une vision. Et d'où la nécessité d'avoir un plan stratégique avec une raison d'être qui est de viser la neutralité carbone à l'horizon 2038. On est le seul constructeur à avoir mis cette borne à cet horizon-là. Et donc, au regard de cela, on établit une stratégie dans tous les pays. Et donc, on essaye de pouvoir, dans chaque lieu, de donner cette vision et d'y corréler un plan d'action. Et derrière ce plan d'action, associer la réussite économique de l'entreprise avec une réussite sociale. Voilà, parce qu'on a des enjeux à la fois de local et puis de global, d'international. Ouais, alors ça, c'est un point qui est extrêmement fort. Donc nous avions deux environnements très distincts l'un de l'autre. Ex-FCA qui était le pouvoir. Les enjeux étaient au niveau de la région, et ex-PSA, les enjeux étaient au niveau du corporate. Donc deux organisations totalement différentes. Donc il a fallu avoir un juste équilibre entre les deux et toujours s'ajuster de manière permanente, bien écouter le terrain social, bien écouter les attentes et comment est-ce qu'on y répond et comment est-ce qu'on arrive à équilibrer les enjeux avec une gouvernance qui est bien menée, avec un président que vous connaissez. Et un des points forts de cette entreprise, c'est la qualité de la gouvernance. C'est vraiment un point qu'on peut, en distinction, et je peux vous donner ce commentaire personnel, lorsqu'on compare par rapport à d'autres entreprises ou d'autres CEO, je connais 5 CEO, c'est vraiment cette qualité de gouvernance qui fait la différence. Il y a vraiment une rigueur et on respecte les règles et c'est très, très impactant sur la capacité à implémenter et à exécuter. On dit toujours 10% stratégie, 90% d'exécution, d'exécuter de manière remarquable. Et c'est comme ça qu'on a réussi, dès la première année de Stellantis, à avoir 3 années extraordinaires de succès. Alors cette année, c'est un peu plus compliqué, pour différentes raisons qu'on vient d'évoquer, mais 3 années de succès et qui ont permis de redistribuer beaucoup de bénéfices aux salariés, parce que l'entreprise gagne, les salariés gagnent. Et en 3 ans, c'est la première fois de ma carrière que j'ai eu cette situation où on a redistribué près de 6 milliards à l'ensemble des collaborateurs, ce qui est quand même pas neutre pour une nouvelle entreprise qui a juste 3 ans. 3 ans, et on parlait de virage tout à l'heure, négocier aussi, alors tu l'as dit, on a un plan stratégique qui est clair, on a cette neutralité carbone en 2038, et puis ce virage, je vois Stéphanie, je vois Alexandre, ce virage vers les nouvelles mobilités, et l'électrique en particulier. Alors l'électrification, c'est vraiment un enjeu fort, un pilier même de la transformation, et avec des enjeux de visibilité court et moyen terme, et qui doit nécessiter une agilité sans nom pour l'entreprise, parce que la complexité d'une entreprise telle que la nôtre, ce sont des cycles longs de développement. Donc si vous avez des États qui changent les regulations, enfin les lois, les règles de manière régulière, forcément la politique de l'entreprise est compliquée à mettre en œuvre. Alors pour autant, nous avons développé des plateformes multi-énergie qui nous permettent de pouvoir avoir cette agilité, mais c'est quand même extrêmement contraignant pour une entreprise telle que la nôtre au regard des contextes qui sont tellement différents entre les États-Unis, entre l'Europe, et la discussion aussi avec les acteurs chinois, qui font que l'environnement est assez chaotique
Et je crois que, pour revenir aussi à ma vision peut-être plus de RH, notre enjeu et notre responsabilité, elle est de redonner un cadre. Redonner un cadre et redonner de la sérénité dans un contexte qui est évidemment stressant pour chacun de nos collaborateurs et collaboratrices. Et comment est-ce qu'on arrive à donner de la sérénité, donner une vision dans un monde qui est éminemment chaotique avec un stress qui est ambiant. D'où la nécessité aussi de travailler sur des dimensions plus humaines, plus tournées vers le bien-être, vers la santé mentale, qui sont des fondamentaux d'une politique de ressources humaines. Voilà, et d'expérience collaborateur, on va y revenir. C'est vrai que tu parles d'instabilité, et je sais que comme Alain Juppé hier, tu es tenu à un devoir de réserve, mais on a bien compris ce que tu disais quand il y a des atermoiements et qu'on a des changements. Voilà, on verra ce qui se passera demain dimanche. Xavier, tu commençais à en parler. Le rôle du DRH que tu as, quand je t'ai présenté, il y a ces trois volets qui sont complémentaires. Il y a les ressources humaines, il y a l'immobilier, et puis là, il y a l'IT. Et tu as coutume de dire que les RH ne sont pas des partenaires. Hein. Ils font partie, et ils sont partie prenante de la stratégie, au cœur de la stratégie. Ouais, alors, oui, effectivement. Donc, alors, pour redonner un peu du rationnel à cette organisation, donc ça, c'était vraiment, et ça fait écho à la première question que tu m'as posée sur la réparation, donc la volonté de transformer l'entreprise. Et à la demande du président et des EVP, qui m'ont fait l'honneur de me confier cette responsabilité, c'était de mettre dans la même dynamique plusieurs leviers de transformation. Donc les hommes et les femmes, bien évidemment, premier, ce qui est la majeure, mais également le real estate, enfin l'immobilier, pardon, l'immobilier et l'IT, et la gestion des coûts fixes. Je vais revenir sur la gestion des coûts fixes après. Donc c'est une organisation très particulière, mais qui permet d'avoir dans la même dynamique les leviers majeurs de transformation. Un exemple très concret, lorsqu'on parle de nouvelles façons de travailler, le fait de passer d'un mode figé, présence dans un établissement à un mode hybride, où on va être plus là pour un résultat qu'une présence, eh bien, ça nécessite de tout repenser. Donc on repense les façons de travailler, on repense le lieu, on repense les outils IT, et le fait d'avoir cette même dynamique permet d'accélérer de manière assez remarquable. Et on l'a touché du doigt, bien évidemment, comme chacun d'entre nous, dans le cadre du Covid, de la pandémie. Immédiatement, on avait commencé déjà à réfléchir à ces enjeux en amont. Immédiatement, lors du premier jour du Covid, on était opérationnel avec tous ces outils qui permettent d'avoir une cohérence d'ensemble. Et puis après, un périmètre qui est parfois schizophrénique, qui est la gestion des coûts fixes de l'entreprise, qui fait que lorsqu'on est DRH, on revoit les choses différemment. Quand vous faites une négociation sociale, des enjeux de compensation salariale, vous devez avoir une connaissance et une culture financière bien plus forte, et donc ça vous oblige à repenser vos négociations de manière différente. C'est nouveau vraiment ça quand même, parce que on dit toujours, on a souvent dit que les RH ils inventaient des systèmes où ils mettaient en place des politiques et ne regardaient pas le retour sur investissement. Là, c'est une vraie preuve de confiance de se dire c'est les RH qui sont à la manette. Absolument. Et cette culture économique, elle est fondamentale. Et si vous avez des DRH qui ne connaissent pas leur masse salariale, déjà c'est un sujet. Parce que la masse salariale... Toi, ça a changé ta façon d'après. Ouais. Ouais, ça, et ça, je n'avais pas compris lorsque le président m'a demandé ça le premier jour. Je n'avais pas compris la portée. Et après, je l'ai compris très vite. Et c'est aussi fort de la crise. Et lorsqu'on parle de réparation, c'est pour moi un élément qui est peut-être vous livrer une expérience personnelle. La première question que m'a posée il y a 10 ans de cela le président, montre-moi les objectifs des 100 cadres dirigeants de l'entreprise, le top 100. Donc je viens avec mes objectifs, et on voit 5, 6, 7 objectifs par dirigeant, avec des univers matriciels complexes, blabla. Et au final, l'analyse du président, c'est de dire, c'est simple, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est juste le reflet de cela. C'est un processus construit d'année en année, avec une complexité sans nom, où on perd le sens et la raison de ce qu'est la vraie valeur ajoutée d'un dirigeant et ce qu'il doit aller rechercher dans la performance économique de l'entreprise. Et donc, on est passé de 5 à 6 objectifs à un objectif. Et donc, chacun devait avoir un objectif. Et comme DRH, j'ai eu un objectif les premières années, uniquement les coûts fixes. Alors, c'était un peu déstructurant. Ouais, c'est un objectif financier, voilà, quelque part. Un objectif financier, mais il n'y a pas de poésie dans le monde des affaires. Si il n'y a pas de réussite économique, il n'y a pas de réussite sociale. Donc, il faut allier les deux et il faut faire en sorte de pouvoir mettre l'ensemble des paramètres
agrégés les uns les autres pour avoir une cohérence d'ensemble et d'aller chercher cette performance, que la performance protège du futur, et donc de réussir à véritablement porter cette politique sociale à ce niveau qui fait qu'on va contribuer et créer, et c'est là où je reviens à ta question, créer les conditions de la réussite. Et c'est pour ça que je n'aime pas le mot de HRBP, même si c'est un nom business partner. Ça fait joli. Oui. C'est international et tout le monde comprend ce qu'il y a derrière. Et je préfère parler de strategic partner parce qu'on est là pour créer les conditions de la réussite. Si les DRH ne sont pas associés aux décisions de réorganisation, d'enjeux de demain et d'aujourd'hui aussi, bien sûr, eh bien, c'est juste une fonction support qui n'a pas sa valeur ajoutée, tout au moins dans mes yeux. Comment est-ce que justement on embarque les collaborateurs? Comment on crée du lien quand en plus avec l'IA ça se déplace vers la machine? Comment on crée un cercle vertueux au-delà de ces objectifs financiers? Parce que comme tu le disais, l'humain est clé et il y a les femmes et les hommes de Stellantis. Hein. Alors c'est effectivement ce qui a fait que j'ai choisi ce métier aussi d'ailleurs. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde, avec la volonté d'aller chercher, de libérer toute l'énergie, tout le talent de nos collaborateurs. Et derrière ça, il y a forcément une méthode. Et comment est-ce qu'on arrive à fédérer, à donner une vision et à fédérer toutes les énergies, et en particulier le management, parce qu'il faut une ligne managériale et le sens de la responsabilité, et pour moi peut-être là, en termes d'administration verticale, mais aussi dans toutes les composantes de l'entreprise. Si on n'a pas des managers qui endorsent, qui assument cette responsabilité, eh bien ça ne fonctionne pas. Donc le DRH, il doit travailler là-dessus. Et pour moi, la plus belle des intelligences, alors je ne suis pas ingénieur, mais la plus belle des intelligences, c'est l'intelligence émotionnelle. Et comment est-ce qu'on arrive à vraiment impacter son environnement? D'abord connaître ses forces et ses faiblesses, après bien évidemment maîtriser ses émotions, connaître les émotions de son entourage, et après impacter, fédérer et donner du sens et de la vision. Et ça, c'est pour moi le plus important. Tu trouves que la fonction RH en sort grandie du coup? Parce que ça veut dire qu'on lui confie des responsabilités, on est entre inspirer, donner du sens, embarquer, gérer les coûts fixes, transformer l'immobilier, transformer la boîte? Oui, c'est un enjeu et une responsabilité, bien sûr, mais qui permet d'être au cœur de la transformation de l'entreprise. Et il n'y a pas de réussite d'entreprise s'il n'y a pas une réussite humaine. Et donc, de fait, ça redonne beaucoup de sens à nos missions, à notre fonction, qui n'est absolument pas une fonction technique. Bien sûr qu'il y a des activités régaliennes qui sont associées à tous les périmètres d'une direction de la transformation, mais c'est avant tout une vision et c'est avant tout un engagement. Et comment est-ce qu'on arrive à vraiment renforcer, à fédérer les énergies et à donner un cadre qui va permettre à tout chacun de pouvoir s'exprimer pleinement et apporter sa contribution et sa valeur ajoutée. Et je crois beaucoup à cela lorsqu'on parle de transformation, c'est que chacun d'entre nous ait la reconnaissance de son action et savoir retraduire ce que j'apporte à l'entreprise. Et c'est toujours une question que j'aime bien poser, qui paraît un peu classique pour un RH, y compris quand on fait des entretiens. Quelles sont vos réalisations marquantes? Qu'est-ce que vous avez apporté à l'entreprise? Qu'est-ce que l'entreprise vous apporte? Mais qu'est-ce que vous avez entrepris à l'entreprise aussi en tant que talent? Et ça, c'est un point important. Tu dis inspirer, embarquer, même quand il y a des problématiques de défiance, qu'elles soient côté client ou côté syndicat. Oui, bien sûr. Après, c'est la capacité... Il y a eu des épisodes. Hein. Oui, quelques-uns. Ouais. Donc, c'est la capacité à convaincre et à construire ensemble. Tu parlais des syndicats. UAW. Voilà, ou UAW, ou IG Metall, ou que sais-je, ou nos organisations syndicales nationales. C'est aussi une question de crédibilité, une question de confiance que nous avons entre nous et comment nous allons co-construire ensemble le futur. Lorsqu'on parle de PSA, une situation qui était en 2012-2013, quasi banqueroute, je me souviens encore, au mois de mai, je me demandais si on allait sortir les payes au mois de septembre. Pour un DRH, je peux vous assurer que c'est quand même assez marquant comme période. Eh bien, on a reconstruit avec les partenaires sociaux, le cadre, le président bien sûr, mais avec les partenaires sociaux, avec des décisions éminemment courageuses. Et je ne remercierai jamais assez les organisations syndicales qui ont participé à cette aventure. Et on est passé d'une entreprise quasiment courte à une entreprise qui gagnait, qui était extrêmement positive et qui nous a permis de faire une acquisition d'Opel, qui est quand même pas neutre, et puis après une fusion entre égaux avec FCA, qui aujourd'hui nous place dans les 20 entreprises les plus rentables au monde, ce qui n'est quand même pas rien par rapport à notre histoire. Et on l'a fait avec les partenaires sociaux, et ça dans tous les pays.
que ça soit en France ou que ça soit en Allemagne. En Allemagne, tu le citais, ça fait partie aussi, on en parlait avec Alexandre tout à l'heure, des réalisations qui nous ont marqués, parce qu'il y avait 20 ans de perte d'1,5 milliard par an, donc ce n'était pas forcément une entreprise viable. Et avec les partenaires sociaux, dès la première année, on a tout changé. On a reconstruit un cadre qui permet les conditions de la performance. Et de la première année, nous étions bénéficiaires, je crois, de mémoire de 600 millions, qui était quand même un passage d'un point A à un point Z, sans passer par l'intermédiaire, et qui était riche d'expérience. Bon, la QAW, c'est un peu plus compliqué, mais c'est un cadre un peu différent. Côté client aussi, hein. Côté client, bien sûr. Donc, il faut aussi redonner de la réassurance. On a des situations de crise qu'on peut connaître aujourd'hui. L'objectif, c'est bien évidemment être client-centré et donc travailler sur la sécurité de nos clients, bien sûr, et puis répondre à leurs attentes. Répondre aux attentes en termes de produits, en termes de mobilité abordable, qui est aussi un point qu'on évoque avec l'électrification. Et là, on doit apporter des réponses très, très claires. Je voudrais qu'on ouvre une parenthèse qu'on va refermer très vite, mais tu l'as évoqué tout à l'heure, le mode hybride que tu as développé, qui est très développé, je crois qu'on est à 70% au global. New Era of Mobility et of Agility, c'est ça le claim, j'allais dire, la signature, le motto qui embarque, avec un Green Campus, avec des nouveaux modes de travail, avec certaines personnes qui ont dit, ouais, bon, est-ce qu'on ne pousse pas le curseur trop loin? Alors, le mode hybride, ce sont des phases. Et moi, c'est une conviction personnelle, c'est donner de la responsabilité aux hommes et aux femmes de l'entreprise de choisir le mode de travail. Donc ça peut paraître un peu déstructurant. On a commencé très tôt, on a commencé en 2015 avec les partenaires sociaux, toujours dans l'univers ex-PSA précédemment. Et donc on avait négocié ce passage au mode hybride. Et donc on n'a pas été déstabilisé lorsque la pandémie est arrivée. Et on est passé immédiatement au 100%. Après, pour avoir des marqueurs et ne pas revenir dans l'ancien monde, j'ai souhaité, avec l'appui du président, conserver ce mode 70-30, qui était pour moi un mode de transition pour aller vers une nouvelle étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où il y a des volontés assez fortes de revenir dans l'ancien monde, et en particulier pour les managers de plus de 55, donc je fais partie. Et c'est absolument pas ce qu'on va faire. Donc ce qu'on va faire, c'est toujours maintenir cette notion de responsabilité individuelle, et c'est de donner un cadre flexible. Donc le 70-30, pour moi, il est un peu obsolète. Donc c'est de dire... On peut se dire, on peut être dans un rapport 50-50 maintenant au regard de la maturité. D'autant que tu as des équipes multiculturelles, hein, donc on n'appréhende pas les sujets de la même manière. Hein. Absolument. Mais c'est surtout vous qui allez décider. C'est-à-dire que ce n'est pas la fonction RH qui va vous donner, vous allez être 50-50. Ou... Non, c'est vous qui décidez. Vous êtes dans la R&D, vous êtes dans la finance, vous êtes dans les RH. Vous êtes col bleu aussi. Hein, col bleu aussi. Alors col bleu, c'est un peu difficile. C'est plus compliqué de télétravailler pour construire une voiture, on est d'accord. Mais si vous avez besoin d'être à 100% cette semaine, vous êtes là. Si la semaine prochaine, vous n'avez pas besoin, vous décidez avec votre manager, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes là pour un résultat, vous n'êtes pas là pour une présence, et donc c'est à vous de redéfinir le cadre. Et donc on a redéfini tous nos lieux de travail. Donc là, on est en train de faire un changement de lieu physique de toutes nos installations, que ce soit les centres de R&D, les sièges anciennement ou les bâtiments administratifs. Donc tout migre vers. On repense tout. On a, à titre d'exemple, pour la partie France, on va ouvrir de nouveaux bâtiments et on reconstruit absolument tout. Donc on vend ou alors on laisse les locaux que nous occupions pour aller se diriger vers des bâtiments carbone neutral, totalement. Et donc le premier sera livré en décembre de cette année pour 12 000 personnes en région parisienne. Le second sera en Italie à Turin, le troisième en Allemagne à Francfort. Et le quatrième à Détroit, qui viendra un peu plus tard. Et donc, on change toutes nos installations. Et l'objectif, c'est de ne plus avoir de bureaux quasiment individuels, alors peut-être 10% ou 15%, mais véritablement des lieux d'échange, de collaboratifs, mais qui ne soient pas des grands plateaux, qui soient des choses beaucoup plus humaines, beaucoup plus à dimension variable. Moins impersonnelles, on va dire. Moins impersonnelles, où les gens ont du plaisir à venir. Comment tu fais pour entretenir malgré tout le collectif? C'est l'appartenance à cette marque, même nouvelle? Alors, le collectif, il repose sur l'animation des managers. Et on le voit bien que les managers qui sont à l'aise avec ces méthodes, qui sont avec leurs équipes, lorsque les équipes viennent sur les lieux de travail, ça fonctionne. Mais lorsque vous avez des managers qui ne sont pas à l'aise, où on se retrouve avec des équipes qui sont quand même derrière leur laptop à essayer de travailler individuellement, ça ne fonctionne pas fort. Donc il faut accompagner, il faut donner des clés de succès, des clés de réussite. Et donc il y a beaucoup de formations.
Et ça, en cela, la formation digitale nous aide, mais pas que, aussi en physique, qui nous permettent de transformer l'entreprise de manière plus humaine. Et l'IA, pour moi, c'est une opportunité extraordinaire pour remettre beaucoup plus d'humains. Alors parfois, ça choque un peu lorsque je dis ça, mais aujourd'hui, chez Stellantis, la direction qui est la plus en avance de phase sur l'IA, c'est les ressources humaines. Donc j'en suis très fier. Et donc on a commencé les choses de manière très humble, petit sujet par petit sujet, et on construit la montée en puissance de l'IA dans le métier. Et ça fonctionne. Fort de réussite, ça fonctionne. Plus qu'une grande ambition, on veut tout embrasser, ça ne fonctionne pas. Donc on construit petit à petit la vision, et on libère du temps pour être beaucoup plus centré sur l'humain que sur les sujets administratifs sans valeur ajoutée. Oui, c'est ça, on libère du temps qu'on va réallouer pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Xavier, on parlait de véhicules avec 4 roues. Il y a 4 piliers dans la stratégie RH que tu promeus. J'aimerais que tu partages cette stratégie avec nos amis. Anticiper, les talents, la diversité, l'inclusion et puis l'expérience salariée. Oui. Alors, sur ces 4 piliers, c'est donc les fondamentaux de notre politique. Je crois beaucoup à la notion aussi de transparence. On parle d'anticipation. Et ça, pour moi, c'est aussi un élément fort pour mettre l'entreprise en mouvement. Donc, on a travaillé avec des experts, des maîtres experts. On identifie les compétences d'aujourd'hui et de demain à l'horizon 5 et 10 ans. Et donc, on définit une roadmap de compétences. Et fort de ça, on va recruter et on va former. Et 90% des réponses sont en interne de l'entreprise. Et fort de cela, on construit des modules de formation, bien évidemment. Donc cette anticipation, elle est forte. Et pourquoi je parle de transparence et de responsabilisation ? C'était une idée que nous avait suggérée une organisation syndicale il y a quelques années de cela, c'est de dire, mais vous êtes nuls en termes de communication, très bien. Pour donner cette vision de transformation, avec la Saint-Étienne, on va écrire un courrier à chacun d'entre nous pour dire, votre métier, il est à visibilité forte ou il n'est pas à visibilité forte, et donc vous allez avoir un problème d'employabilité très vite. Je caricature pour aller à l'essentiel. Et donc, fort de cela, alors c'était un petit peu un choc émotionnel lorsqu'on l'a fait la première fois. On attend son courrier en se disant... Voilà, absolument. Mais c'est éminemment responsable. Plutôt que de dire, écoutez, dans 5 ans, on va être confronté, il n'y a plus de visibilité, on aura un plan social, c'est terrible. Donc, ce n'est pas ça l'enjeu. Anticipation, hein, c'est ça. L'enjeu, c'est de donner de la visibilité, de se mettre en dynamique de formation et de mobilité. Ça parle à Stéphanie. Hein. Et ça, c'est éminemment, je pense, responsable de savoir le faire. Et d'ailleurs, j'ai entendu cette pratique dans tous les pays. Et il y a la même émotion au début, et réaction, voire à des niveaux que je ne pensais pas. Mais pour autant, et après, ça se met en musique et ça se met en dynamique. Et là, on peut se mettre véritablement dans une notion de gagnant-gagnante, d'employabilité, qu'elle soit interne à l'entreprise ou externe à l'entreprise d'ailleurs. Oui, il y a les sujets d'attractivité. Voilà. Ça, c'est l'anticipation. Les talents, c'est en corollaire, hein, mais c'est essentiel. Voilà, donc il y a effectivement après cette notion d'attractivité et de développement. Donc l'attractivité, il faut la travailler. Et d'ailleurs, c'est sorti dans un contexte un peu politique, donc vous ne l'avez peut-être pas bien vu. Mais on a décidé de changer notre communication, de renforcer cette marque employeur avec une volonté de communiquer plus sur le social et sur nos enjeux de responsabilité environnementale. Et on va communiquer de plus en plus de cette façon-là pour donner du sens à notre action et attirer beaucoup plus de jeunes talents, et cela partout dans le monde. Alors aujourd'hui, l'attractivité est bonne. Alors c'est plus facile quand vous avez des résultats, bien sûr. Et on est à peu près 3 points au-dessus du marché, y compris des sociétés tech comme Google, Meta ou que sais-je. Donc c'est quand même, de ce point de vue-là, plutôt une bonne réussite. On n'a pas aujourd'hui de problème d'attractivité de talent. On a par contre sur la partie développement et retenue des sujets, parce que la guerre des talents, elle est là, elle est permanente et partout dans le monde, et notamment très forte aux États-Unis, il faut quand même dire les choses, où là, il faut avoir des réponses peut-être plus appropriées pour pouvoir véritablement retenir nos talents. Je sais qu'il y a des académies qui ont été montées, oui. dont tu es très fier. Tu parlais effectivement d'attractivité, hein, qu'on est passé de la sélection à la séduction. Comment tu les séduis, ces partages de la valeur, tu en parlais tout à l'heure. Oui, alors, le point que tu cites, c'est pour moi un élément qui était important. J'étais assez étonné, on a fait une enquête sur les derniers 1000 entrants sur l'école blanche d'entreprise. Et la première raison d'être et de rester, de venir, de rejoindre et de rester dans l'entreprise, c'est les capacités de développement dans une entreprise telle que la nôtre. Et ça m'a beaucoup aussi interpellé sur la réponse que l'on doit apporter à cela. Et ce qu'on a fait avec les équipes, c'est essayer de passer d'une... Alors ça va sembler là aussi un peu basique en termes de vision, mais de passer d'une gestion de l'information à une
une animation opérationnelle de la formation. Qu'est-ce que ça veut dire? On a monté des académies dans tous les métiers avec les business et en donnant la responsabilité au business avec un lien aussi RH de méthodologie, mais qui est responsable des enjeux portés par la formation et de faire un lien entre les acquis de la formation et la réussite business ou pas dans chacun de son périmètre. Et avec des enjeux aussi de vision, puisqu'on veut passer d'une entreprise classique de construction automobile à une tech company. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de transformation software? Donc des enjeux forts, concrets, avec des indicateurs, j'aime pas bien le terme, mais très très précis, un ou deux, pas plus, qui permettent de structurer les actions de formation associées et vraiment être pragmatique dans le succès ou pas de l'action de formation. Donner beaucoup plus de valeur à l'action de formation. Donc ça, c'est un point majeur. Troisième pilier, l'inclusion, la diversité. Donc là, c'est le quatrième, celui-ci. Et donc, c'est vraiment l'ADN de Stellantis, parce qu'on a 160 nationalités, on est présent dans 130 pays. Et donc, la nécessité de laisser la place à chacun d'entre nous. Et donc, nous avons des indicateurs majeurs. Et là aussi, pas nombreux. En visibilité, peut-être plus après en termes de backstage. Mais le premier, c'est bien évidemment la partie citizenship, donc la partie nationalité, de ne pas avoir au poste de dirigeant que des Français, que des Italiens ou que des Américains. 160 nationalités, ça nous oblige et ça nous engage aussi à intégrer toutes les cultures et toutes les spécificités dans les zones dans lesquelles nous sommes présents. Et puis aussi le gender, bien évidemment, aujourd'hui avec... sans vous abreuver de chiffres, mais le taux de féminisation de l'entreprise, en particulier lié au blue collar, est à peu près de 21%. Mais par contre, le top management est dans une dimension plus différente, où on veut avoir, à fin d'année, 27% de femmes SVP ou VP, donc cadre dirigeante, avec un board qui est à 40%, et puis un COMEX qui aujourd'hui est à 20%. Et donc l'ambition d'aller vers des niveaux de 30 à 40% dans un espace-temps très très court. On disait que la spécificité de Stellantis, c'était ce côté multiculturel, ce côté melting pot au bon sens du terme. En sous-jacent, et tu le disais, c'est favoriser cette expérience collaborateur, client interne, comme on dit. Oui, alors cette expérience collaborateur, c'est le fondement. C'est le fondement de la réussite, de mon point de vue. Il n'y a pas de réussite économique sans réussite sociale. Et comment est-ce qu'on arrive à travailler sur l'expérience salariée, que ce soit la première des exigences qui est la sécurité au travail. Lorsqu'on parle de monde industriel, cette notion, elle est essentielle. Et donc l'ambition, c'est d'être durablement en dessous de 1. Pourquoi? Toujours donner du sens. En dessous de 1, on sait qu'on n'a pas de fatalities dans nos installations, enfin de décès liés aux accidents de travail, dans nos installations sur la longue route. Donc ça donne du sens. La motivation et le bien-être sont les deux indicateurs RH que nous avons en comité de direction chaque mois. Donc on suit ces sujets-là, donc c'est associé à des actions très concrètes et avec des exigences. C'est-à-dire qu'on a dit, par exemple, sur les conditions de travail, sur les basiques, on a décidé que ce n'était pas associé à des budgets et que c'était une question de dignité, et donc il n'y avait pas à discuter. Voilà, on sait jamais, c'est toujours un sujet qu'il faut remettre devant les yeux, mais c'est un sujet qui est passionnant, et en tant que RH, moi je trouve que c'est le sujet le plus excitant à emmener, c'est comment effectivement renforcer cette motivation, qui est aussi signe de performance, bien sûr, et ce bien-être avec des actions très concrètes qui contribuent à la valeur ajoutée que nous, les équipes RH, peuvent apporter auprès des collaborateurs pour mener l'entreprise vers un univers plus bienveillant que stressant qu'on peut le voir à l'extérieur de l'entreprise. 260 000 collaborateurs, tu le disais, oui. 160 nationalités. Comment on équilibre, qu'est-ce qui est le plus pertinent, j'allais dire, entre le global et le local? Parce que toi, tu es une semaine par mois aux États-Unis, une semaine en Italie, et puis le reste du monde après. Comment on équilibre pour pas que, pour donner la meilleure efficacité? Ouais. Alors, la vision stratégique à travers notre plan moyen terme, elle est bien évidemment au niveau corporate, et donc ça permet de donner une colonne vertébrale et après de prendre des décisions qu'on va pouvoir déployer de manière locale. L'enjeu, il est local, il est avant tout ramené à chacun d'entre nous, et donc c'est de savoir retraduire cette vision en action concrète au niveau local et avoir le juste équilibre entre les métiers et les régions qui vont implémenter au regard des contextes qu'ils vivent. Mais c'est un sujet qui est très structurant dans des organisations matricielles un peu complexes. Donc c'est toujours redonner du sens à la place à l'humain. Et donc le local
et le bon niveau pour pouvoir engager les actions et les mettre en animation ou comment dirais-je, en dynamique avec la vision qui est portée par les dirigeants d'entreprise. Mais local est pour moi le point le plus important. Qu'est-ce que tu mets en global? Tout ce qui est paye, SIRH Oui, alors après, il y a des métiers d'expertise, mais après, ce sont des métiers. Chaque métier a une structuration corporate et doit amener son expertise pour faciliter l'implémentation au niveau du terrain. Pour moi, les corporate functions sont des facilitateurs. Et la responsabilité, elle est dans le déploiement. Donc, ce sont les acteurs locaux qui endorsent, qui assument cette responsabilité. Tu as un exemple à nous donner de quelque chose où justement ça a été peut-être travaillé en local, c'est remonté au global, et puis après ça a fait tache d'huile au bon sens du terme dans les différentes géographies, dans les 6 régions? Oui, alors après, on parlait des conditions de travail. Enfin, je pense qu'il faut revenir aussi à des basiques. Mais sur les conditions de travail, par exemple, la remontée et ce qu'on a pu recevoir à travers nos enquêtes collaborateurs qui viennent du local nous ont permis d'adresser des réponses après corporate qui permettent de donner du sens et une puissance d'action beaucoup plus importante. Et moi, je crois beaucoup aux enquêtes collaborateurs. Donc, on en fait 2 par an avec des datas très concrètes. Donc là, et qu'on partage avec tous les acteurs, sans exclusion, et notamment avec les partenaires sociaux, et qui nous permettent d'engager des plans d'action. Et derrière les datas, il y a les verbatims. On a à peu près, on a une enquête sur tout le périmètre avec 70% de réponses. Donc on a à peu près 120 000 verbatims qui permettent de donner du sens aux actions, et surtout au niveau local. Et après, ça permet de donner une vision au niveau central. Alors, ces chiffres-là, j'essaie toujours d'éviter de les donner au niveau central, au local, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que quand vous avez une situation en haut à droite du tableau au Brésil qui sont forcément un esprit constructif positif par rapport à leur façon d'être, et en bas à gauche, la Pologne, la Slovaquie, la France pas très loin, qui est une vision plus critique, on transforme un petit peu la vision. Alors ce qu'il faut regarder, c'est le trend, parce qu'il y a des spécificités culturelles qui font qu'on ne peut pas comparer un pays par rapport à un autre. Donc il faut avoir une approche locale. Et cette approche locale permet de construire et de donner une vision beaucoup plus globale qui permet de prendre des décisions. Donc on croise les informations. Comment tu trouves quelque chose de médian entre des personnes, si je te suis bien, comme les Brésiliens enthousiastes, et puis d'autres qui freinent des cas de fer? C'est aller sur le terrain, c'est aller sur le terrain, c'est convaincre, c'est donner de la vision et après prendre des décisions qui permettent de se mettre en mouvement. Et aussi parler avec transparence. Je crois beaucoup à la transparence et au sens de la responsabilité individuelle et la compréhension individuelle. Je vais vous donner un exemple très très concret avec les partenaires sociaux, et ça c'est une volonté que j'avais voulu porter dès le début, c'est de dire, voilà, on a une présentation stratégique au niveau du board, au niveau du comité exécutif. 1 mois plus tard, maximum, cette présentation est faite à l'identique avec les partenaires sociaux. Si vous ne faites pas ça, comment voulez-vous négocier des accords éminemment responsables, parfois très difficiles à porter, impopulaires, si vous n'avez pas les clés de compréhension? Donc cette transparence, elle est pour moi, elle est fondamentale. Je voudrais, pour terminer, Xavier, que tu poursuives avec nous le partage de tes convictions. Tu parlais d'inspiration, d'équipe unie, de collectif qui va dans le même sens, qu'on embarque. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec nos amis qui partagent aussi cette passion pour l'humain comme toi? Ouais, moi, je crois beaucoup à cette valeur ajoutée humaine, on l'évoquait tout à l'heure, à cette intelligence émotionnelle. Et pour être là aussi transparent avec vous, la semaine dernière, on a eu un séminaire avec tous les exécutifs de l'entreprise et mon intervention a porté sur ce sujet-là. Sur le sujet de cette capacité à redonner de la solidarité, à travailler comme une équipe et pas comme des individus avec des égos plus forts les uns que les autres, mais véritablement à donner cette notion d'équipe et comment travailler sur cette dimension émotionnelle qui fait la différence entre les bons managers et les moins bons managers. Et cette capacité à convaincre, cette capacité à donner une vision, mais de manière solidaire. Et donc travailler sur les attitudes, travailler sur les comportements que sont en droit d'attendre tous les collaborateurs de l'entreprise. Donc c'est pour moi ma conviction peut-être la plus forte dans ma carrière de RH depuis 30 ans.
au-delà de toutes ces compétences techniques, des skills, évidemment, et surtout quand on a, tu parlais de l'intelligence artificielle, du digital qui prend le dessus, là, on a vraiment besoin de la cultiver, hein, cette intelligence émotionnelle. Hein. Oui, absolument. Et puis toujours se rassurer sur les situations. On se fait peur avec l'intelligence émotionnelle, enfin avec l'IA. L'IA, c'est un moyen, ça ne va pas remplacer les femmes et les hommes, bien sûr. Et au contraire, c'est un facilitateur. Et toujours travailler, et ce point-là, c'est une opportunité de simplification. Et pour moi, le cancer de nos organisations, c'est la bureaucratie. Donc comment est-ce qu'on arrive, au contraire, à baisser cette bureaucratie, à simplifier toutes nos organisations avec ces opportunités telles que celle-ci, mais il y en a d'autres, pour pouvoir redonner beaucoup plus de place aux interactions, à la créativité, et donc à notre vision de femmes et d'hommes de l'entreprise qui vont porter le succès pour aujourd'hui et pour demain. Sans dévoiler ce qui s'est dit dans ce séminaire, qu'est-ce qui est ressorti comme bonnes idées, comme bonnes pratiques, comme tips pour cultiver et comme levier pour cultiver cette intelligence émotionnelle, si tu peux partager avec nous, évidemment. Alors, il y a des sujets qui sont évidemment liés à la stratégie de l'entreprise, oui, donc je ne vais pas les évoquer aujourd'hui, mais c'est quand même cet alignement à travers un plan stratégique, de bien repréciser la vision, de bien rechallenger tous les questionnements qui peuvent légitimement arriver au regard des contextes et des situations éminemment changeantes. Et comment est-ce qu'on arrive, toutes et tous, à s'aligner sur une vision commune avec nos différences intrinsèques humaines, mais pouvoir quand même démontrer cette solidarité et redonner un cadre plus rassurant et plus managérial, en quelque sorte, parce qu'il faut une responsabilité. Il y a des inquiétudes, Oui, bien sûr, il y a des inquiétudes. 2024 est plus compliqué que 2023 pour plein de raisons. Il faut redonner un cadre, il faut se remettre sur les sujets essentiels de la réussite d'une entreprise, redonner du sens à la performance économique, tout en réussissant aussi à allier une performance sociale. Donc il y a des enjeux, il y a des responsabilités, il y a des décisions, somme toute parfois impopulaires, mais il faut donner du sens. Quand vous mettez l'entreprise en situation de crise alors que vous gagnez des milliards, il faut quand même expliquer pourquoi vous faites ça. Parce que bien évidemment, l'investissement, l'électrification, ça nous oblige aussi à investir à peu près 30 milliards dans un espace-temps assez court. Mais il faut pouvoir les financer, tous ces investissements. Et donc, il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça et comment est-ce que durablement on protège l'entreprise. Et la seule façon de protéger l'entreprise, c'est de baisser son point mort. Ce n'est pas un grand secret que de le dire comme ça. Et donc, pour baisser son point mort, il faut prendre parfois des décisions qu'il faut assumer. Et chaque manager doit aussi assumer son rôle impopulaire. On n'est pas là pour travailler nos images de nos carrières, on est là pour faire gagner une entreprise. Il faut redonner du sens derrière cela, et la notion d'équipe, elle est fondamentale. S'il n'y a pas une équipe, ça ne fonctionne pas. Partager les émotions, je sais que tu tenais aussi à être ici à Avignon parce que ça te parle, c'est aussi un spectacle, c'est le partage, j'allais dire, devant des collaborateurs, des talents uniques qui font la réussite collective. Oui, et puis ça rend tout des relations humaines. On a plaisir à être ensemble, donc à échanger, à discuter. Et quand l'environnement est bienveillant, on prend plaisir. C'est aussi simple que ça. Ça t'allait comme environnement? C'était absolument bien. Merci beaucoup Xavier. Merci infiniment d'avoir été avec nous, d'avoir partagé tes convictions sans filtre. Et encore merci. Je sais que tu dois te sauver pour aller prendre un avion pour l'Italie. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous. Je vous demande d'applaudir encore une fois Xavier Chiraud. Merci beaucoup Xavier. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez, viens Xavier, parce que je lui dis, est-ce que tu peux rester encore 2 minutes? Il me dit oui. Sylvia, on va te tendre un micro. Est-ce qu'il y en a un? Ou je vais t'en passer un ici. Attends. Ouais, merci. Merci beaucoup, Sophie. Bonjour, Diane Rivière, Bonjour. partenaire en capital humain dans un fonds d'investissement. Xavier, un grand merci pour la qualité de votre témoignage. C'est très complet sur le métier. Moi, j'avais envie de vous demander, vous nous avez exprimé que vous étiez donné un objectif, hein, chaque dirigeant a un objectif, le vôtre c'était les coûts fixes, et donc vous avez réussi à mener un chantier RH avec cette contrainte-là, et vous nous avez exprimé que la qualité de la gouvernance a été déterminante pour vous permettre d'agir et de mener votre agenda de dirigeant. Et je voulais que vous nous en disiez un petit peu plus sur c'est quoi une bonne gouvernance et qu'est-ce qui vous a permis de conduire ces chantiers. Alors, merci.
Je vais répondre à votre question, à cette question. Merci de votre question, parce qu'elle est essentielle. Le premier point, je vais le placer au niveau du top management de l'entreprise, donc le CEO, le chairman. Donc un respect de la gouvernance, pas de shadow governance. Alors, quand je dis ça, ça va peut-être parler à quelques-uns d'entre vous, parce que je vois quelques-uns que j'ai croisés dans ma carrière. Dans le passé, une des raisons des échecs monumentaux de l'entreprise, c'est d'avoir mélangé les genres. Et donc, il ne faut pas mélanger les genres. Il y a un conseil de surveillance qui surveille, il y a un comité de direction qui exécute, derrière l'animation d'un CEO, et qui rencontre un conseil de surveillance. Et après, il y a des règles associées qui sont extrêmement précises, et il faut les respecter. Ça, c'est la colonne vertébrale de la réussite de l'entreprise. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, par rapport à votre question, c'est d'avoir une structure de la prise de décision. Dans ce qu'on appelle dans le jargon, ça va vous parler nos DOA, la Delegation of Authority. Et ça, c'est fondamental. Si moi j'ai un conseil à donner sur des entreprises, petites ou moyennes ou grosses, peu importe, c'est donner de la visibilité, comment se prend la décision. Et dès le début, on a eu des réunions de direction avec le président. Après la première année, parce que d'abord il a fallu faire l'organisation, et immédiatement après, on a constitué ces Delegation of Authority pour que chacun d'entre nous, on ait la connaissance qui décide, qui propose, qui valide, qui décide, qui exécute. Ça paraît un peu mécanique, mais c'est hyper puissant. Et plus c'est simple, plus ça fonctionne. Donc c'est vraiment cet enjeu-là de Delegation of Authority et pas de concession. Et d'ailleurs, j'ai aussi également en charge les équipes d'audit et de compliance. Et l'objectif, c'est d'auditer la qualité de ces DOA. Et pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'écart par rapport à ces DOA. Ça, c'est fondamental. Et ça simplifie, ça rend l'entreprise lisible pour tous les acteurs. Et il n'y a pas de jeu politique. Parce que le jeu politique, c'est aussi un cancer pour l'entreprise. Il n'y a pas de jeu politique, on sait comment ça fonctionne et on doit appliquer la gamme. Genre, j'aime pas le thème gamme. On doit appliquer le processus, mais qui conduit à la décision et après à l'exécution. Autre question. Alors, je ne vois pas qui est là. Ah ben c'est Sylvia, voilà. C'est Sylvia, tu me cherchais tout à l'heure. Exactement. Bonjour Sylvie Di Pasquale, le groupe Figaro. Bonjour. Dans un codir de Carlos Tavares, quelle qualité singulière qui peut nous étonner faut-il avoir pour durer? Oh là. Donc on est en période de blackout avec les journalistes là jusqu'aux élections, donc non, je vais répondre. Sur le sujet, il est et votre question, elle est extrêmement stratégique. En fait, ce qui permet d'être duré, déjà, c'est d'avoir le respect de chacun d'entre nous, et chaque mot est important et chaque minute compte. À travers la question que vous posez, et c'est vraiment la spécificité du président. Et je peux le comparer par rapport à d'autres, c'est de maintenir cette importance de la décision qui concerne tous les collaborateurs et notamment les blue collars. Et toujours ramener du sens à cela. Et dans nos méthodes d'animation, je peux vous dire également en termes d'approche, et ça le président est toujours très, très rigoureux là-dessus, et permet de maintenir l'attention de chacun d'entre nous, que l'on soit en physique ou en digital, parce que nous sommes 30 dirigeants, donc il faut avoir une méthode. Et donc ces réunions, on a 2 réunions fondamentales par mois, une qui concerne tous les sujets stratégiques et une autre qui concerne l'analyse des résultats, donc les business reviews. Une réunion qui dure entre 10 et 12 heures. Donc, et pour autant, l'attention, elle est maximale. On dit souvent qu'on perd son attention au bout d'1 heure, mais ce n'est pas le cas, et il y a une méthode derrière. Donc chaque présentation dure 10 minutes. On peut aller jusqu'à 12, mais ça devient compliqué pour la personne si elle dépasse 12. Donc il y a une trappe qui s'ouvre et pouf. Donc il faut mieux être sur 10 minutes et avoir des standards aussi de présentation. On parle de slides, et en particulier d'entreprises telles que la nôtre, où il y a des mondes de la R&D très complexes et des décisions stratégiques associées. Mais pour autant, le bon standard, c'est 1 slide, maximum 5 slides. Et avant, sur un sujet donné, on pouvait en avoir sur la R&D, on pouvait en avoir, et j'en viens de ce monde-là, je vois Rémi qui est pas loin, on pouvait en avoir 200 ou 300 sur un même sujet. Donc c'est un changement fondamental. Et donc dans la méthode, c'est 10 minutes de présentation maximale, et vous avez plutôt intérêt à bien connaître d'autres sujets. Et après, c'est 40 minutes d'échange. Avec une méthode
de prise de parole de chacun d'entre nous, y compris en dehors de notre propre scope de responsabilité. On discute, on échange, chacun prend la parole de manière structurée, et après il y a une décision, et après on ne revient jamais sur la décision. On ne revient jamais sur la décision. Donc ça, c'est aussi important, et ça donne du poids à l'échange, parce que si vous n'êtes pas exprimé, c'est fini après. Donc il faut vraiment il faut se mettre dans cette dynamique-là. Et donc, par tu ne pourras pas critiquer la décision si tu n'as pas pris part. Absolument. Et c'est éminemment responsabilisant, et donc la méthode, elle est puissante. Voilà. Tu veux rebondir. Le micro, s'il te plaît, Wilfried. Voilà. Je disais, comme un acteur, en fait, il faut que vous soyez dans le présent, l'ultra présent. Oui, absolument. Et il faut travailler ces dossiers. Donc, c'est pas je découvre le sujet quand le sujet est présenté. On a reçu à minima dernier délai 48 heures avant, sauf les sujets RH, j'ai un petit droit d'un jour supplémentaire. Mais sinon, il faut avoir travaillé ces sujets et avoir préparé aussi ces questions et aussi être prêt pour le débat quand vous avez vraiment une valeur ajoutée ou un impact. Ne parlez pas pour parler. Les gens qui parlent pour parler, en règle générale, ça ne dure pas très très longtemps. Et ça vous arrive d'avoir le trac D'avoir le trac juste avant? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il y a des sujets qui sont éminemment aussi structurants dans les décisions qui vont être associées. Quand vous avez cette notion de responsabilité, il y a des sujets qui ne sont pas neutres. Donc il y a des sujets qui sont plus engageants, y compris à titre personnel, que d'autres. Et donc la réponse est oui. Mais c'est ce qui fait l'intérêt aussi de la fonction, de mon point de vue. La grande scène de l'entreprise que tu incarnes. Merci beaucoup, Xavier. Merci infiniment. Merci d'avoir été avec nous.